Je vous propose tout de suite de plonger dans l'histoire, un reportage de Eric Muller et Stéphane Holden. En inventant le scaphandre autonome en 1943, Émile Gagnan et le commandant Cousteau donnaient le coup d'envoi de l'archéologie subaquatique moderne. Moins de 10 ans après leur invention avait lieu la première fouille ordonnée d'une épave antique sur le site du Grand Congloué, près de Marseille. Aujourd'hui, l'archéologie sous-marine est une discipline à part entière. On lui doit des connaissances sur l'Antiquité qu'aucune fouille terrestre n'aurait pu fournir, car toute épave est unique et les objets qu'on y trouve sont en synchronisme parfait. L'épave sous-marine est la mémoire synthétique d'un temps précis. On peut parfois reconstruire ce temps dans ses moindres détails. Ce navire, le Kyrenia II, est la réplique d'une épave du 1er siècle avant Jésus-Christ, découverte sur les côtes de Chypre. Pour mener à bien son travail, l'archéologue sous-marin s'est doté de moyens propres. Pour étudier ces techniques particulières, nous nous sommes rendus sur le site de la pointe Lequin, au nord de l'île de Porquerolles. Grâce à son navire spécialisé, armé par la Marine nationale, la direction des recherches archéologiques sous-marines y poursuit depuis 4 ans une fouille difficile. 06 25 Zulu, la barre Port-Petit au tambour, fin de message, avez-vous reçu? De Porquerolles, tout bien reçu, bonne journée à tous, et à plus tard. Je vous rappelle une fois que j'aurai pris la tonne sur le site. Ok, bien reçu, à plus tard. Je vous passe 16 très bien. Également. Entre les deux. Bâbord avant demi. À cet endroit précis, 3 navires ont coulé à faible profondeur et la mer s'est chargée d'emmêler les cargaisons. Les naufrages datent du 6e et du 3e siècle avant Jésus-Christ et du 1er siècle après Jésus-Christ. Je suis Guy Dauphin, je suis chef de plongée à bord de l'Archéonaute. Je suis principalement chargé donc, de la surveillance des plongées, de la mise en place des chantiers, du gonflage des bouteilles et tout ce qui concerne la sécurité en général. Sur la vingtaine de personnes qui participent à la fouille, tous ne sont pas des plongeurs émérites. Pour certains, il s'agit même de la première expérience sous-marine. Le premier travail des archéologues consiste à dégager l'épaisse couche de posidonie qui recouvre le site et surtout la matte, composée de racines mortes et de sédiments, un véritable béton naturel que seule la puissance de la lance à eau parvient à briser. Deuxième tâche préalable à la fouille elle-même, la délimitation du champ de fouille. Par la pose d'un carroyage, on délimitera un réseau régulier de carrés de 2 mètres de long, composé de tubes PVC maintenus par des fers à béton. Posé à l'horizontale, le carroyage constitue un repère qui permettra le relevé en 3 dimensions de l'épave et des objets trouvés sur le fond.
Une fois le champ de fouilles dégagé et délimité, on peut commencer à installer les suceuses, le principal outil du travail archéologique sous-marin. Il existe plusieurs types de suceuses, à eau et à air. Celles-ci sont à eau, elles sont reliées à des motopompes installées en surface et fonctionnent comme des aspirateurs. Avec les suceuses, le dégagement des objets est rapide. Voici un des objets les plus anciens jamais trouvés sur les côtes de France, une coupelle de céramique du 6e siècle avant Jésus-Christ. L'étude précisera sa provenance, attique ou ionienne. On a l'habitude de comparer la fouille archéologique sous-marine à celle qui concerne essentiellement les bateaux naufragés, à celle des tombes, des inhumations, des sépultures, où en réalité, là, les objets ont été posés volontairement. Il y a une relation logique entre eux autour du défunt. Il se trouve qu'avec les épaves de la Pointe de Lequin, où tout est mélangé dans des stratifications très, très complexes, on a affaire un peu au schéma plus traditionnel de l'archéologie terrestre, celui des habitats où les séquences sont souvent rendues complexes par les différents états de l'habitat. Et on est donc obligé de travailler un peu à la mode des terrestres, avec tout ce que ça implique de difficultés, puisque là, ça se passe dans l'eau, analyser couche par couche le sédiment, faire la différence entre ce qui est sable et sable fin, vase volatile et vase un peu plus lourde, et puis enregistrer topographiquement au centimètre près chacun des éléments apportant une information importante sur l'ensemble du site. Pour cette campagne de fouilles, l'équipe est composée de spécialistes, des étudiants, des chercheurs, des techniciens venus de Pologne, comme des États-Unis, en passant par l'Espagne et l'Italie. Christina Savitsky-Concilio from Sacramento, California, Project Illustrator. Nazywam się Małgorzata Kamocka i jestem studentką archéologii śródziemnomorskiej na Uniwersytecie w Aix-en-Provence. Je m'appelle Henri Bernard Maugiron, je suis objecteur de Constance à la Drasme et je m'occupe surtout de la restauration des objets archéologiques et sur toutes les missions comme celle-ci à la Pointe-le-Quin avec Luc Lang. Allora, Giuliano Volpe, archeologo dell'Università di Bari, Italia. Jordi Miró, arqueólogo submarino español y responsable de la excavación de Pointe-le-Quin 3. Il y a 4, 5 et 6 qui sont pauvres de Tesson, mais je pense que peut-être... Le briefing est un rite obligatoire pour les archéologues. Avant chaque journée de travail, l'équipe se réunit dans le carré de l'archéonaute, fait le bilan de la veille et détermine la manière dont la fouille doit se poursuivre. Attends, David, il serait peut-être bon qu'il aille... David, tu serais pas intéressé de voir un peu le camp 1 et 2? Oui. Hein? Je pense que ça t'intéresse? Oui, c'est ça. Bon, on plonge un seul sur le 1 et 2 avec la caméra de surveillance, d'accord?
Au gré de l'avancement des travaux, il se confirme que la plus ancienne des épaves constitue le tout premier chargement de céramique grecque archaïque jamais découvert. Les mises à jour de coupes attiques, ioniennes, samites et corinthiennes, associées à des amphores massaliettes, laissent penser que le navire revenait de Marseille. L'antique cité phocéenne retrouve ses racines sous la mer, au temps où elle se livrait au commerce de redistribution dans sa zone d'influence. Au fur et à mesure qu'elle progresse, la fouille, par nature, détruit le site. Il faut donc relever soigneusement la position de chaque objet à l'endroit même où on l'a découvert. Pour cela, plusieurs méthodes sont employées, le dessin et la stéréophotographie. C'est une épave du 1er siècle après Jésus-Christ. Et dont l'essentiel, c'était la cargaison des amphores, comme celle-là que nous avons ici, des dressels de 4, des amphores à vin. Mais aussi, surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est la céramique arétine, comme celle-là. Donc, la sigillée italique, qui viendrait en principe de l'italique, mais que pour l'instant, on ne connaît pas si vraiment ça faisait partie de la cargaison ou c'était des provisions à bord. De toute façon, pour nous, c'est intéressant pour la datation, au niveau de datation de l'épave, mais aussi pour ces petits plats, ces assiettes carrées ou rectangulaires, on ne connaît pas exactement la forme, avec décoration de dauphins, comme celle-là, vous pouvez voir, qui, à notre avis, sont tout à fait inédites. On ne les connaît pas pour cette époque. Comment est-ce qu'on peut dater l'épave si précisément du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ? Bon, alors pour l'instant, il faut avouer qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais elles sont tout à fait provisoires. On peut le dater grâce à la sigillée italique, celle-là, où on peut voir ici un timbre du nom de Gnaeus Ateius Maes. Alors on le connaît, il est connu qu'il travaillait dans la région de Naples, de la Campanie, à l'époque de Néron. Dans la coupe que dans l'échantillonnage. Il y a un peu plus de mica, j'ai l'impression, dans la coupe que dans l'échantillon. Une fois étudiés et partiellement restaurés, les objets répertoriés sont enregistrés sur une base de données relationnelle. On établit ainsi la fiche descriptive de l'objet et l'on y joint même sa photo d'identité.
Ultime étape de l'étude du site, l'exploitation des prises de vue stéréophotographiques faites au fond grâce au restituteur de la Société d'études et de travaux photogrammétriques à Salon de Provence. Le gros intérêt de la photogrammétrie pour les archéologues, c'est d'obtenir au départ, à l'aide de simples prises de vue stéréophotographiques, une vision en 3 dimensions du site, c'est-à-dire une vue qui présente les courbes de niveau, comme sur les cartes IGN qui sont cotées, et un certain nombre de points cotés, par exemple ici, ces cailloux, ces fragments de céramique, dont nous avons l'altitude exacte. Ce qui aide naturellement les archéologues à comprendre un peu mieux leur position commune. Cette technologie nous évite donc de procéder à ces mesures nous-mêmes sous l'eau et nous fait économiser ainsi des centaines d'heures de plongée. Certaines épaves très profondes exigent des moyens d'investigation inhabituels. Ce sous-marin, le Néré, fut utilisé sur l'épave de la Basse de Caen, au large de Saint-Tropez. Il a permis de remonter une 60aine d'amphores du IVe siècle avant Jésus-Christ en quelques heures de travail à 90 mètres de fond. C'est à Marseille que siège la Drasme depuis sa création en 1966 par André Malraux. Premier service officiel au monde ayant pour vocation la gestion et l'étude du patrimoine sous-marin, la Drasme a autorité sur l'ensemble des eaux françaises, soit 11 millions de kilomètres carrés. C'est la Méditerranée qui a jusqu'à présent le plus retenu l'attention des chercheurs. Sur près de 300 épaves enregistrées, les 4/5e y sont situées. La plupart d'entre elles datent de l'Antiquité, comme les épaves de Planier, de Gien ou de Dramont. Quant à la côte ouest, la présence d'importants fonds sableux sur la façade atlantique et le long des côtes du Nord offre peu d'intérêt aux plongeurs et sont peu propices à la conservation des épaves. La plupart d'entre elles datent du XVIIe au XIXe siècle, et si l'on en connaît encore peu, c'est que la prospection n'a commencé qu'en 1983. Comparé à l'importance de sa tâche, les moyens de la Drasme sont étonnamment faibles. Depuis 20 ans, elle n'a qu'un seul navire, l'Archéonaute, et il n'est jamais sorti de Méditerranée. Quant aux locaux administratifs et techniques, malgré le cadre prestigieux du fort Saint-Jean, ils sont petits et mal adaptés. Les 12 dépôts d'objets, eux, ressemblent à des ossuaires, et sans nos projecteurs, il y ferait presque noir. La plupart d'entre eux sont négligés, presque à l'abandon. Les trésors de l'archéologie sous-marine disparaissent sous le crépi des murs qui s'effritent. Une absence chronique de crédit a fait de l'archéologie sous-marine une parente pauvre de nos grands projets culturels. Si la conservation des objets de terre cuite ne pose heureusement pas de problème après un simple nettoyage à l'eau douce, il n'en va pas de même avec les métaux et les bois, pour qui l'air libre est un ennemi mortel après leur long séjour sous-marin. Le bois fut longtemps le principal matériau de construction des navires. On le rencontre souvent sur les épaves et c'est une source précieuse d'informations sur les techniques d'architecture navale d'autrefois, comme sur cette épave bretonne de l'Abervrac, datée du bas Moyen-Âge. Pourtant, après son séjour sous-marin, le bois est gorgé d'eau et il ne reste plus en fait que 5 à 10% du bois originel dans la pièce remontée en surface. Le reste a été dévoré par divers micro-organismes et après évaporation de l'eau, la matière sèche s'effrite et tombe rapidement en poussière. Selon la nature et la taille des pièces, il existe plusieurs méthodes qui permettent d'obtenir une conservation relativement satisfaisante des bois gorgés d'eau.
Ainsi, l'épave antique de Port-Vendre, elle a été entièrement démontée sous l'eau et traitée à la drachme selon la méthode Buis, développée spécialement pour elle. D'autres méthodes existent, parmi lesquelles le procédé nucléaire, implanté au Centre d'études nucléaires de Grenoble. Lorsqu'un objet est trouvé dans la fouille, on va le sortir avec des précautions. Je prends un objet de taille moyenne, 1 mètre de longueur, bon, pas très grand. Cet objet est très fragile, c'est-à-dire que si vous le laissez à l'air, il va immédiatement se fissurer, éclater, parce que l'eau sort très très vite. Bon. Donc il va falloir remplacer cette eau par un solvant. Donc vous placez votre objet, après l'avoir nettoyé, après avoir fait tous les travaux nécessaires de repérage, de dessin, de photographie, vous le placez dans un bac pour simplifier beaucoup les choses. Dans ce bac, vous introduisez de l'acétone ou un solvant. Bon. Ce solvant prend la place de l'eau. Donc on change les bains d'acétone jusqu'au moment où il n'y a plus d'eau. À ce moment-là, on va remplacer ce solvant par de la résine liquide, c'est-à-dire qu'on va rajouter des concentrations de plus en plus grandes de résine liquide dans le bain. Et on va le placer dans une chambre d'irradiation, une casemate, ou à l'intérieur de murs de 4 mètres d'épaisseur en béton, etc. On fait remonter des sources de radiocobalt, de cobalt 60, qui sont donc une source radioactive, qui vont à ce moment-là émettre un rayonnement, c'est ce qu'on appelle le rayonnement gamma, et ce rayonnement va traverser donc l'ensemble de la matière présente, y compris ce bois gorgé à ce moment-là de résine, et cette résine va prendre, c'est-à-dire elle va se durcir, si vous voulez, pour simplifier beaucoup. Parmi toutes les méthodes qui existent, vous n'avez pas, vous, une méthode préférée? Si, et ça, je tiens beaucoup à ce que ce soit compris. J'ai une préférence pour toutes, car chacune correspond à un type de bois particulier. Nous avons des bois qui sont des malades, chacun a sa maladie, et il faut l'identifier. Donc la première chose que nous faisons après la sortie de l'eau, c'est l'étude de l'objet pour savoir justement quelle est la méthode qu'il faut lui appliquer. Le métal, et plus particulièrement les métaux ferreux, posent eux aussi un délicat problème de conservation. Comme dans le cas du bois, l'objet de métal doit rester humide jusqu'au début du traitement. Pour ce canon remonté de la Slavarossie dans la baie de Villefranche, c'est la direction des études et recherches d'électricité de France qui a effectué le traitement anticorrosion par électrolyse. Pendant plusieurs semaines, le canon, entouré d'un grillage inoxydable qui lui sert d'électrode, va être plongé dans une solution de potasse caustique et soumis au passage d'un courant électrique. Sous son action, les chlorures de fer qui imprègnent la masse du canon vont peu à peu se dissocier en libérant chlore et hydrogène. La gangue de concrétion tombe quasiment d'elle-même et l'objet peut être rendu à l'air libre. Mais si on néglige l'étape du traitement, après la sortie de l'eau, l'objet est le siège d'une réaction chimique dévastatrice, même s'il est au départ en parfait état apparent. Sous l'action de l'eau et de l'oxygène, les chlorures de fer donnent naissance à des oxydes de fer, la rouille, et à de l'acide chlorhydrique, qui à son tour attaque le fer encore sain en une réaction en chaîne incontrôlable. Laissés sans traitement, les lions d'ornement de ce petit canon en sont la terrible illustration. Comme on vient de le voir, l'archéologie sous-marine implique un certain nombre de techniques bien spécifiques, des plus rustiques aux plus modernes. La ville de Marseille, orientée depuis toujours vers la mer, a largement ouvert ses musées à l'archéologie sous-marine. Ainsi, le musée des docks romains, construit autour d'un entrepôt antique, présente plus particulièrement des poteries et des objets de terre cuite. On trouve aussi dans ce musée 2 statuettes tirées des épaves de Planier, des pièces exceptionnelles traitées par la méthode nucléaire. Le musée municipal d'histoire, construit à proximité des vestiges du premier port de la ville, proche de l'actuel vieux port, présente la reconstitution en écorché d'un navire de commerce grec, semblable à ceux qui, pendant des siècles, ont assuré l'hégémonie du comptoir phocéen sur cette partie de la Méditerranée. La mer, il faut essayer de l'imaginer, de la voir avec le regard d'un homme de jadis. Comme une limite, une barrière étendue jusqu'à l'horizon, comme une immensité obsédante, omniprésente, merveilleuse, énigmatique. Depuis lors, la Méditerranée s'est rétrécie chaque jour un peu plus, étrange peau de chagrin. Et de nos jours, l'avion la traverse du nord au sud en moins d'1 heure.
Parler de la Méditerranée de l'histoire, c'est lui rendre ses vraies dimensions, l'imaginer dans un vêtement démesuré. À elle seule, elle était jadis un univers, une planète. Car la mer, telle qu'on peut la voir et l'aimer, est sur son passé le plus étonnant, le plus clair de tous les témoignages. Voilà, nous n'allons pas quitter la Méditerranée.